Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi, on va aller voir ça, j'ai pas mal de stratégies de côté, quelques stratégies un peu plus compliquées qu'on va aller voir au début, mais ne vous en faites pas, il y en a une que je vais adapter là dans la vidéo, je vais faire les transactions pour vous montrer comment je la mets en place, mais on va commencer d'abord par Arbitrum, un truc tout simple, c'est le protocole Airpuff sur lequel on peut déposer des Ethereum. Alors moi je les avais déposés sur Arbitrum, mais on a aussi la possibilité d'en déposer sur Mod ou sur Ethereum. Bon, sur Ethereum les frais sont un peu plus élevés, mais sur Arbitrum et sur Mod les frais sont très très faibles, et on a 17% d'intérêt sur de l'Ether sur Arbitrum, 15% sur Mod, c'est pas mal du tout. D'où vient ce rendement? Alors c'est du rendement pur en Ethereum, vous êtes payé en Ether parce que ces liquidités elles sont empruntées pour qu'il y ait des gens qui puissent aller faire des boucles sur du restaking, donc des points Eigenlayer, des points Etherfi, Renzo et compagnie. Est-ce que ça vaut plus le coup d'aller faire les boucles sur le restaking? Est-ce que ça vaut plus le coup d'accepter d'avoir un 17% d'intérêt sur les gens qui vont emprunter? Ça, libre à vous de choisir. Vous pouvez utiliser Airpuff pour faire les boucles, mais moi j'avais des liquidités juste sur le lending parce que je trouve que les 17% d'intérêt c'est déjà pas mal du tout sur l'Ether. Mais j'ai trouvé une stratégie qui me correspond un peu plus pour l'Ethereum. Alors, il y a des chances que ça dure pas trop longtemps, ça j'en suis conscient. Il y a des chances aussi qu'il y ait un hack, mais bon, ça c'est comme partout, sur tous les protocoles de la DeFi. C'est le petit disclaimer, j'avoue, là la manière dont je l'ai amené, ça fait un peu peur. Mais bon, vous êtes au courant, je pense que tous les protocoles peuvent être à risque sur la DeFi. Il peut y avoir une faille qui est découverte, ça arrive pas non plus tous les jours, mais quand même, soyez prudents quand vous faites vos investissements sur la DeFi. Donc, ma stratégie qui m'intéresse un peu plus en ce moment sur l'Ethereum, elle se passe sur Mod, et elle est beaucoup plus compliquée à mettre en place, donc je vais prendre un petit peu mon temps pour vous expliquer, et ensuite je vais faire une démonstration sur une autre blockchain, sur une stratégie qui fonctionne exactement de la même manière. Le cœur de la stratégie, ça va être de trouver une pool de liquidité avec un actif que j'ai dans mon portefeuille qui m'intéresse, que j'ai envie de faire fructifier, et un autre actif que je peux emprunter facilement, vous allez comprendre pourquoi, et évidemment il faut qu'il y ait un rendement sympathique, parce que si c'est pour avoir du 2% APR, c'est pas terrible. Là sur la pool Ethereum Mod, on a 85% d'intérêt, on est payé essentiellement en mode d'ailleurs, voire que en mode, il me semble qu'on est payé que dans ce token, et ensuite on a aussi une pool, la variante avec de l'USDC et du mode, ça va fonctionner exactement de la même manière, sauf qu'au lieu d'avoir de l'Ethereum, on va tout faire avec de l'USDC, et le principe c'est simple, il faut le DEX, du coup là je l'ai trouvé, j'ai les pools de liquidité sympas, et le protocole de prêt d'emprunt sur lequel je vais pouvoir emprunter des tokens mode justement. Donc moi j'ai choisi Ionic, il y a aussi Layer Bank sur lequel on peut emprunter du mode. Pour l'instant il y a peu de liquidité sur Layer Bank et c'est beaucoup plus cher d'emprunter des tokens mode là-bas. Donc j'ai préféré choisir Ionic. Voilà, j'emprunte des tokens à 4%. Je les mets sur une pool à 80%, c'est pas mal du tout. Et la base de cette stratégie, c'est d'apporter des Ethereum en liquidité, d'emprunter des mods, et ensuite d'aller déposer des mods et des Ethereum dans la pool de liquidité. Pourquoi il ne faut pas déposer tous les Ethers sur Ionic pour emprunter encore plus de mods? Parce que si je fais ça, je vais plus ou moins avoir une position où je short le mod. En fait, si je garde un petit peu d'Ether pour aller les mettre sur la pool de liquidité, et là je vais avoir une position un petit peu neutre. Je vais largement limiter mon exposition à la volatilité du token mod, donc je vais pouvoir farmer le bon rendement sans avoir spécialement la volatilité qui vient avec. Alors évidemment, comme j'ai pas tous mes Ethers, pas toutes mes liquidités sur la pool de liquidité, j'aurai pas 85% d'intérêt au global, mais j'ai fait le calcul au préalable de cette vidéo, et avec les rendements actuels, ça me donne 30% annualisé, avec le fait que je n'ai pas trop emprunté. J'ai essayé d'avoir une position très safe, j'aurais pu emprunter plus et avoir 40% d'intérêt sur cette stratégie, mais j'ai préféré rester relativement safe, parce que j'ai un petit peu peur qu'il puisse y avoir de la hausse sur le token mod, et si jamais en fait son prix augmente, comme j'en emprunte sur Ionic, je peux me faire liquider et perdre les Ethereum que j'ai mis en gage. Et ça m'intéresse pas trop. Comment j'ai mis en place cette stratégie? Donc j'ai déposé 80% de mes Ethereum sur Ionic, donc j'en avais 0,3, j'en ai donc déposé 0,24, et j'ai emprunté l'équivalent de 20% de mes Ethereum, et ensuite, tout naturellement, j'ai déposé les Ethers qui me restaient, les mods qui me restaient sur la pool de liquidité de Vélodrome, et en plus, comme je suis payé en mode, c'est plutôt pas mal. Si jamais le token il bouge un peu en termes de prix, je
peux utiliser les récompenses que j'ai farmées pour aller rembourser un petit peu mon emprunt, pour limiter un petit peu ma position. Voilà, je trouve que la stratégie elle est pas mal. Par contre, c'est pas impossible que le rendement sur Vélodrome il descende dans les prochains jours. Donc je sais que cette stratégie elle peut durer que quelques jours ou 2-3 petites semaines. Mais vu que les frais sur mode sont extrêmement peu chers, c'est même pas 1/10 de centime par transaction, je me dis que la stratégie elle demande pas trop de coûts à être mis en place. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette stratégie. Et du coup on aurait pu faire exactement la même stratégie avec de l'USDC. On dépose 80% de ces USDC sur Ionic, on emprunte l'équivalent de 20% en mode et on va déposer sur la pool. Moi j'ai choisi l'Ethereum déjà parce que j'en avais dans mon portefeuille et aussi parce que je préfère être sur la pool Ethereum mode. Comme j'ai peur que le token mode soit assez volatile et que l'Ether est déjà volatile, je me dis qu'il y a des chances que leur volatilité s'annule un petit peu. Si les deux ils montent par exemple en même temps, il y aura moins de volatilité que si j'avais de l'USDC au lieu de l'Ethereum sur la pool. Bref, là c'est dans les grandes lignes. Une autre petite astuce d'ailleurs, si jamais vous bridgez sur mode, alors le mieux à faire ça va toujours être d'utiliser un agrégateur qui va comparer plusieurs bridges, et là vous voyez qu'il y a même du slippage positif. Si je bridge d'Arbitrum à mode, je reçois un tout petit peu plus d'Ethereum sur mode. Mais quand j'ai voulu bridger, il n'y avait pas de slippage positif, je recevais à peu près la même quantité d'Ether quand je bridgeais via Jumper. Moi j'ai décidé d'utiliser un autre protocole, j'ai utilisé Merkli. Alors oui, par rapport à Layer 0, il y a eu un peu de drama de ce côté-là, mais sur Hyperlane, je sais que la team, elle est pas du tout contre l'utilisation de Merkli, donc ça me dérange pas du tout de faire une transaction sur Merkli, et il y a un bridge qui permet d'échanger jusqu'à 0,5 Ether entre plusieurs blockchains, et j'avais des Ethers sur Arbitrum, j'avais envie de les envoyer sur mode. Je me suis dit, bon, il y a un tout petit peu de frais à passer par Merkli, par Hyperlane, il y a $1 de frais, 1,15$ même pour être précis, c'est pas énorme, ça me permet de faire un peu de volume sur Hyperlane, de farmer un petit peu l'airdrop, c'était pas nécessaire, je peux aussi farmer l'airdrop de Jumper si je bridge, mais voilà, j'ai décidé d'optimiser un petit peu ma route, vous voyez que même quand vous avez besoin de bridger, il y a moyen de faire des petites transactions, de choisir des bridges. Après, le but c'est pas d'aller sur un bridge qui va vous coûter $50 de frais en plus pour aller farmer des points ou je sais pas quoi. J'ai essayé quand même de rester sur un bridge qui prenait pas beaucoup plus de frais et sur lesquels je pouvais farmer. Et en plus, il n'y a pas de points sur Hyperlane, donc il y a des chances que ce soit un peu moins farmé. Comme c'est moins prévisible, c'est un peu moins sexy je trouve pour la plupart des gens. En tout cas voilà, c'est une petite astuce que j'avais envie de vous partager. Si jamais vous bridgez vers mode, pensez à Hyperlane sur Merkli, vous avez le lien de tous les protocoles dans la description. Maintenant qu'on a vu cette stratégie sur la blockchain mode, et pourquoi on n'irait pas faire une stratégie similaire mais sur une autre blockchain? Et ça tombe bien, j'ai trouvé une stratégie similaire sur la blockchain Core. Et je vais devoir changer un petit truc parce que de base, il y avait un rendement similaire sur les USDC, les USDT sur Core, et là le rendement il est devenu super faible sur l'USDC. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû ajouter des liquidités ou des gens qui ont dû rembourser leur emprunt. Donc je vais convertir mes USDC en USDT, ensuite je déposerai qu'une partie de mes USDT sur Colend et je vais emprunter du Core. Puisque sur ArcherSwap, on a une pool Core USDT qui paye à 80%. C'est vraiment quasiment la même stratégie que sur mode parce que même au niveau des rendements, on s'y retrouve. Et il faut quand même que je vous donne une petite astuce sur la blockchain Core, c'est que si vous voulez échanger un stablecoin contre un autre, ne passez pas par ArcherSwap. Il y a un agrégateur qui est intégré sur IceCreamSwap, il fonctionne super bien. Si j'échange sur ArcherSwap, j'ai vu que si j'échangeais 300 USDC, je recevais 297 USDT, alors que là, sur IceCreamSwap, je reçois quasiment 300 USDT. Il y a très très peu d'écart. C'est bien plus optimal de venir faire des swaps sur IceCreamSwap. Donc je retire d'abord mes stablecoins, et le petit bonus, c'est que Colend n'a pas non plus de token, mais les protocoles de prêt d'emprunt, ils m'ont vraiment pas habitué à de bons airdrops, donc c'est un petit bonus, le fait qu'il n'y ait pas de token, qu'on peut spéculer sur un airdrop, mais j'utilise pas Colend parce que je vais farmer un airdrop, j'utilise juste Colend parce que c'est très intéressant. J'ai un bon rendement sur mes stablecoins et un rendement très faible à emprunter du Core. Donc là, j'ai récupéré mes USDC, je vais tout convertir en USDT, swap, confirme swap, je fais la transaction sur mon wallet, et maintenant je reviens sur Colend avec mes USDT, et ce que je vais faire, c'est que je vais déposer 288 USDT des poussières, j'en gardais 100 dans mon portefeuille, ça fait un peu dégêne quand même, parce que là je dépose un chouïa plus de 75% de mes stablecoins,
Mais bon, le token core, je le sens moins volatile que le token mode. Bon, si ça se trouve, je vais me planter, il va être plus volatile, mais c'est ma théorie, donc je vais adapter ma stratégie par rapport à ce que je pense sur le marché. Comment je sais combien de token core je dois emprunter? Bon, je pourrais très bien aller sur Borrow et essayer de tâtonner pour voir combien de corps je dois emprunter pour que ça fasse 100$, mais admettons que ce soit une stratégie un peu comme sur mode où je dépose de l'Ether, bah là ça va pas marcher de voir le prix en dollars. Donc en fait ce que je fais, c'est que je vais directement sur le protocole, et comme j'ai déjà les USDT qu'il me faut pour la stratégie, ben je peux déjà voir combien de corps il va me falloir. Après, j'aurais pu aller aussi sur CoinGecko et voir par rapport au prix du corps, sans USDT, ça fait combien de corps. C'était faisable aussi, mais là, si je suis dans la pool de liquidité, c'est encore mieux, donc il faut que j'emprunte cette quantité de corps. Je vais en emprunter un tout petit peu moins, je vais arrondir en dessous, parce que c'est pas très grave, j'en ai un peu dans mon portefeuille, ça me sert à payer les frais de transaction, donc je vais en emprunter 53,4. On voit d'ailleurs que mon Hills Factor il va passer à 2,3, donc ça veut dire que si le corps, son prix fait un fois 2,3 par rapport à l'USDT, je risque de me faire liquider. En tout cas, s'il fait plus que x 2,3, là je devrais être liquidé. Donc je trouve que ça reste quand même safe, hein. Un x 2,3, je pense que j'ai le temps de le voir venir en ce moment. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein, on sait jamais. Peut-être que le corps il va nous faire un x4 d'un coup, que je vais pas le voir venir. Donc faites attention quand même quand vous faites des stratégies à base d'emprunt. Si vous êtes sur des actifs qui sont assez volatiles, je vous déconseille de trop emprunter. Là typiquement, rester au-dessus d'un Hills Factor de 2, c'est plutôt pas mal. En dessous de 2, ça commence à être un peu plus risqué. Et évidemment, vous pouvez pas passer en dessous de 1, puisque c'est en dessous de 1 que vous vous faites liquider. Donc je reviens sur Archer Swap, je viens d'approuver mes USDT, maintenant je vais pouvoir déposer mes cryptos sur la pool de liquidité. Alors ce sera pas tout, là ce sera juste dans la pool de liquidité, les intérêts bonus ils vont pas être farmés, donc je vais devoir aller faire 2 autres transactions en plus, et là, ce sera terminé. Maintenant que mes liquidités sont sur la pool, je viens sur l'onglet Farm, et bah, j'ai plus qu'à approuver et déposer une fois de plus mes liquidités. Et tiens, j'ai encore une petite astuce quand vous venez déposer sur Archer Swap. Si jamais vous stakez vos LP, si vous approuvez exactement la quantité que vous avez dans votre portefeuille et que vous déposez exactement la quantité que vous avez sur votre portefeuille, va y avoir un petit bug d'affichage, et si vous voulez retirer vos liquidités, il va falloir réapprouver le LP token. Donc moi ce que je fais, c'est que le dernier chiffre, je le supprime, et je le remplace par celui qui vient juste avant, donc là c'était un 6, je mets un 5. Bref, là je confirme, je dépose mes LP tokens, et normalement j'aurai pas de problème à les retirer ensuite. Ou en tout cas, j'aurai pas besoin de refaire un approval. Voilà, là j'ai accès au petit bouton plus, au petit bouton moins pour retirer mes liquidités. Si j'avais déposé vraiment tous mes LP tokens, j'aurais pas eu ces boutons-là, ils m'auraient redemandé d'approuver. Voilà, c'est un petit bug d'affichage qu'il faut connaître. Moi, je le connais, du coup, je vous mets un petit peu en garde par rapport à ça. Mais c'est rien de dramatique. Avant de passer à la suite, sur Core, en ce moment, il y a un système à points quand on vient bridger des liquidités sur la blockchain. Donc moi je me suis connecté dessus, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous avez besoin de bridger sur Core. Pensez à le faire directement via l'interface de Core Ignition. Ça utilise toujours Layer 0, hein, ça reste le même bridge. On peut bridger toujours depuis Avalanche, Optimism, etc. Mais voilà, ça vous permet de farmer des points. Je sais pas du tout ce qu'il y a à gagner, je suppose que ça va être des tokens Core. Je m'attends à rien du tout hein, de ça honnêtement. Mais bon, si je peux récupérer des tokens en plus pendant que je viens faire ma stratégie sur Core, je dis pas non. Allez, on revient sur des stratégies un peu plus simples, on va aller voir Extra Finance. Pour moi, c'est un petit peu un indicateur des phases de marché, d'où on se situe un petit peu, parce que quand on est clairement dans l'euphorie, les taux d'emprunt sur l'USDC explosent, et là, sur Extra Finance, c'est plutôt calme. On est à 8% APY sur l'USDC, sur Optimism, 12% aussi sur la pool numéro 2. On a des intérêts bonus qui viennent par-dessus, donc en fait, on a quand même 17-18% d'intérêt quand on vient farmer, c'est pas mal, mais on avait du 30-40% d'intérêt il y a encore quelques semaines. Du côté de Base, c'est pareil, hein. On est autour de 15-16% d'intérêt. On a des rendements par contre qui sont un peu plus élevés en ce moment sur l'Ethereum, parce que forcément pour shorter Ether sur ce genre de protocole, il faut en emprunter. Donc si les taux d'emprunt sont assez élevés,
Ça veut dire qu'il y a des shorters dans le coin. Voilà, on a aussi d'autres tokens qui ont des taux assez élevés. L'USD+, tiens, étonnamment, alors que ça c'est un stablecoin, le token d'Extra, le token de Overnight. Bref, je vous laisse un peu voir ce qu'il y a sur Extra Finance, mais en général sur l'USDC, on a des rendements qui sont pas dégueux du tout. Et c'est un peu le même principe que sur Airpuff qu'on a vu au début de la vidéo. Sur Extra Finance, on peut faire du farming avec levier, mais on peut aussi juste apporter des liquidités à ceux qui vont aller faire du levier. Là, on aura bien moins de risques, juste le risque qu'il y a un hack sur le protocole, alors que si on vient faire du levier, on peut se faire liquider, etc. Je vous le déconseille quand même vachement moins d'aller faire du levier. Un protocole de lending traditionnel, c'est Mandy Finance sur Linea, et moi j'aime bien Mandy Finance parce que le protocole fonctionne assez simplement et on a 10% d'intérêt facile à venir chercher sur des stablecoins, sur de l'Ether, même sur de l'Ether staké. Voilà, vous avez le choix sur ce protocole. On a aussi Meridian sur la blockchain Fuse. Donc Meridian, on peut faire des boucles aussi de prêt d'emprunt sur de l'USDC, sur de l'USDT, sur de l'Ethereum. Fuse, on peut bridger assez facilement des stablecoins ou de l'Ether via Layer 0, et je l'ai fait du coup sur un des deux portefeuilles de la chaîne YouTube, sur le Hot Wallet. J'ai un petit peu d'Ether, et voilà, je fais la boucle comme ça, j'ai 0,3 Ether de base, et j'ai déjà farmé 870 tokens Fuse, ça vaut une quarantaine de dollars. Donc la boucle elle est plutôt vertueuse. On passe sur Sui maintenant, il y a toujours des stratégies assez simples à faire, comme déposer des USDC sur Scalop, sur Navi, donc les deux gros protocoles de prêt d'emprunt. Vous voyez qu'on est autour de 20% d'intérêt quand on dépose des USDC ou des USDT. C'est déjà pas mal, mais il y a moyen de faire des stratégies un peu plus poussées, un peu plus complexes si ça vous intéresse, pour avoir un rendement plus élevé. Donc si on a de l'USDY sur la blockchain Sui, donc c'est un USD qui génère des intérêts, on peut emprunter du Buck par-dessus, c'est un autre stablecoin, c'est le stablecoin de Bucket, et en empruntant ce stablecoin, on va pouvoir le redéposer pour avoir 46% d'intérêt dessus, en token Sui, et comme on dépose un stablecoin en collatéral et qu'on emprunte un autre stablecoin, on peut faire une boucle un petit peu serrée. Alors moi je suis pas trop fan d'emprunter le maximum possible, mais allez, admettons qu'on ait 1000 USDY, je peux emprunter à peu près jusque 980 bucks, puisque les USDY ils valent pas 1 dollar, ils valent un peu plus, comme ils génèrent des intérêts, c'est automatiquement réinvesti dans la valeur du stablecoin. Actuellement il vaut 1 dollar et 4 centimes. Donc voilà, sur 1000 USDY, je peux emprunter jusqu'à 980 bucks, mais je pense que c'est plus safe d'être un petit peu en dessous, d'avoir un ratio de collatéral autour de 115-110% maximum, enfin minimum plutôt, parce qu'on a déjà eu des DPEG sur des stablecoins, on sait jamais, et là vous voyez que je me fais liquider si jamais l'USDY il descend à 95 centimes. Bon, je sais pas si c'est ultra probable que ça arrive ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, sur ce genre de stratégie, c'est ce que je préfère faire. Je préfère ne pas emprunter le maximum pour garder une petite marge de sécurité. Et du coup, on a un stablecoin qui génère des intérêts, par-dessus on emprunte un autre stablecoin qui va être payé à 46% d'intérêt. J'ai pas fait le rendement exact de la stratégie, mais au doigt mouillé, je pense que ça doit être pas loin des 40% APR. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir un rendement un petit peu débridé sur la blockchain Sui. Et on a même un petit bonus, si jamais vous avez des tokens Sui stakés, que ce soit sur Aftermath, sur Aedal ou sur Volo, vous avez même moyen d'emprunter des bucks par-dessus et d'être payé quand vous empruntez. Donc c'est plutôt pas mal non plus. Allez, on enchaîne avec une petite stratégie à delta neutre, et le rendement il va pas être aussi élevé que ça, mais on va pouvoir farmer plusieurs protocoles en même temps. Ça va être un petit peu l'équilibre, je trouve, entre un rendement assez élevé et une stratégie qui permet de farmer des airdrops. Voilà, là c'est typiquement pour les farmers de yield et d'airdrop, on peut faire les deux en même temps avec cette stratégie. Donc le but, ça va être de déposer des USDC sur la pool Sui USDC. Pourquoi j'ai choisi cette pool en particulier sur Aftermath? Parce que elle a un ratio qui est assez intéressant. Elle a un ratio de 80-20. Alors je la retrouve plus, elle est où? Ça veut dire que si je dépose que des USDC sur cette pool, je vais quand même être exposé au Sui, mais c'est quand même moins que si c'était une pool 50-50. Et ça c'est intéressant parce que du coup si je pose un short en même temps sur le token Sui, je vais pouvoir équilibrer la volatilité du token et du coup faire une stratégie à delta neutre
où je m'en fiche en fait de la volatilité du token SUI, moi je viens juste farmer les rendements des deux côtés. Et là il y a tout qui est plutôt aligné sur cette stratégie. Si on vient bloquer ces tokens toutes les 2 semaines, le rendement il monte jusqu'à 50% sur Aftermath. On est payé en plus de ça en token SUI staké, donc c'est pas mal non plus. Et à côté on a le choix pour aller shorter. Le token SUI il est sur pas mal de protocoles de perpétuel sur la blockchain SUI. Pour rester sur cet écosystème, on a Bluefin qui n'a pas de token. En ce moment en plus on a des intérêts bonus quand on vient trader dessus, on peut gagner un peu de token SUI. Et pour vous montrer que vraiment tout est dans le bon sens sur cette stratégie, les fundings sont positifs. Donc ça veut dire que si je viens shorter le token SUI ici, je vais être payé à garder mon short sur le token SUI. Alors attention, les fundings ça s'actualise toutes les heures, peut-être que dans la prochaine heure ce sera plus intéressant que je vais payer ceux qui parient à la hausse, mais bon, j'ai quand même l'impression que depuis quelques semaines, les fundings sont beaucoup plus à l'avantage des gens qui viennent shorter. Je pense qu'il y a moins de gens qui shortent en général sur le marché crypto, donc voilà, si vous faites une stratégie en delta neutre, c'est le petit bonus, ça va pas non plus être payé énormément de venir shorter un token, mais je pense que ça va largement couvrir les frais de la stratégie. Allez, on termine par Aptos pour cette vidéo et ça va être une stratégie un petit peu comme celle que je vous ai montrée sur Vélodrome, sur Colend, ArcherSwap et compagnie. Ça va être une stratégie à base de prêt d'emprunt où on n'a que des stablecoins et là on va utiliser soit du Aptos, soit du Aptos staké. Et on a vraiment l'embarras du choix. J'ai 3 DEX différents et 3 protocoles de prêt d'emprunt différents. Donc vraiment là la stratégie elle est très modulable. Je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant. La stratégie, c'est tout simple, le même principe, on dépose du collatéral. Alors là, j'ai un peu de tout et n'importe quoi dans mon collatéral. De base, on pourrait le faire qu'avec des USDC, mais moi, j'ai décidé de mettre d'autres trucs en collatéral qui traînaient sur mon portefeuille. Donc j'ai quelques tokens Tala, j'ai un petit peu d'Ethereum. Là, je suis payé 8% à déposer de l'USDC, c'est pas dingue, parce que sur Aries, par exemple, on est payé à 20%. Sur Aptin, on est payé à quasiment 15% et les taux d'emprunt sur Aptos, ils sont vraiment similaires, hein. Là, je paye à 2% si j'en emprunte. Sur Aries, je paye à 4% et sur Echelon, je paye à 1%. Donc ça fait pas une énorme différence non plus, sachant que la pool de liquidité, elle est à 45% APR. Mais on a une pool qui est très similaire du coup et qui a un rendement un peu plus intéressant, c'est la pool avec le STAPT, donc du Aptos staké. Voilà, c'est exactement le même principe, on dépose 80% de ses USDC, 75, 70%, on emprunte l'équivalent de ce qui vous reste en Aptos, en ST Aptos, et on dépose tout ça sur la pool de liquidité. Sur PancakeSwap, du coup, on a la pool aussi avec le ST Aptos et l'USDC qui paye à 63%, c'est pas mal du tout. On est essentiellement payé en token Aptos, mais il y a aussi un petit peu de token Cake. Et on a aussi une pool avec le Aptos et l'USDC qui paye autour de 40%. Donc vraiment, entre Solana et entre PancakeSwap, c'est quasiment les mêmes rendements. Par contre, sur LiquidSwap, c'est un poil plus intéressant sur la stratégie avec de l'USDC et du Aptos, puisqu'on est autour de 52% d'intérêt, et on a même moyen de faire la stratégie avec de l'USDT, puisqu'on a une pool avec de l'USDT. Par contre, attention, sur LiquidSwap, les pools, elles ont des maturités. Jusqu'au 7 juin, on va pouvoir farmer dessus, mais après, les pools, elles généreront plus d'intérêt. Il faudra retirer ces liquidités pour aller les remettre sur une nouvelle pool. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je pensais pas faire un quadbo sur la DeFi aussi long, mais bon, tant pis, c'est comme ça, le format est un peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me dire s'il y a des stratégies qui vous intéressent dans les commentaires, si vous avez trouvé d'autres stratégies. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.